Bienvenue dans Génération Entrepreneur, le podcast qui met en avant les talents venus des Outre-mer. Vous êtes combien actuellement ? Je suis solo. Ouh là là, bravo. Merci. Bravo, parce que c'est du boulot. Ici, nous allons parler d'ambition, de résilience et d'innovation. Nous irons à la rencontre de ces talents qui font la génération de demain. J'ai très envie d'aller très vite, très bien. J'ai tout normal. Fait. Oui. C'est la ferveur du début. Si toi, t'as pas la motivation, qui c'est qui va l'avoir ? C'est pas tes équipes qui vont l'avoir. Tu vois ce que je veux dire ? C'est toi c'est toi le capitaine du bateau, tu vois. Je suis Kelly Massol, entrepreneuse depuis plus de 15 ans. J'ai commencé avec 1 500 € dans ma cuisine. Aujourd'hui, je gère une entreprise qui fait plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Pour nous, c'est une chance que tu nous donnes cette visibilité, que tu mettes encore en avant la Guadeloupe, les Antilles, les Outre-mer. Et franchement, je pense qu'on sera tous d'accord que c'est une réelle opportunité. Partons à la rencontre de ces histoires passionnantes et inspirantes ensemble. Timothée, bonjour. Bonjour Kelly. Bienvenue dans ce nouvel épisode donc, de Génération Entrepreneur. Merci de me recevoir aujourd'hui, c'est exceptionnel pour moi. Écoute, avec plaisir. Timothée, tu as lancé Locaphone. Est-ce que tu peux me dire un petit peu à quel moment tu as eu le déclic et pourquoi tu t'es lancé dans l'aventure entrepreneuriale ? Alors, je suis entrepreneur un peu avant Locaphone. En fait, j'étais étudiant à Marseille et je me suis tenté à lancer des marques de vêtements. Ça a plutôt bien fonctionné dans mon cercle d'amis. Je suis retourné à la Martinique parce que ma famille me manquait, le soleil. Et du coup, je faisais du e-commerce. Pendant 3 longues années, je faisais du e-commerce. Et à un moment donné, avec mon associé, on a décidé de se séparer. Et j'ai voulu trouver un job de salariat à contre-cœur. J'étais commercial dans une agence de com. Mon téléphone est tombé en panne. Et celui de mon collaborateur aussi. Ce qui veut dire quand on est commercial sans téléphone, c'est compliqué. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas de service pour les entreprises qui ont des téléphones, des ordis, qui leur permettraient de remplacer leur outil de travail en 24-48 heures. J'ai regardé un peu en hexagone et ça se faisait déjà. Je me suis dit, pourquoi aux Outre-mer, on a encore les derniers à avoir les meilleurs services ? Et je me suis dit que j'allais lancer du coup ce service en Martinique pour commencer. Mais c'est pas uniquement un besoin et une panne qui est arrivé. Quand on voit que tu as décidé de lancer Locaphone, c'est aussi pour lutter contre la fracture finalement numérique. Exactement. En fait, il y a un courant en ce moment qui est la vie chère aux Antilles. Et pour moi, ça me tenait aussi à cœur de mettre ma petite pierre à l'édifice en proposant un service pour les particuliers pour acquérir un smartphone bien moins cher que 1 200 €. Le Locaphone, concrètement, ça fait quoi ? Explique-nous le concept. Alors, Locaphone, c'est une entreprise de location de téléphones, de tablettes et d'ordinateurs, reconditionnés ou neufs, parce que bien sûr, on veut notre petite touche pour aider la planète. En fait, c'est un service où tu loues ton téléphone, il est assuré contre la casse et la panne. En 24-48 heures, on te propose un appareil de rechange et en fait, on accompagne les particuliers durant leur location, mais aussi les entreprises. Et donc, du coup, c'est quoi ton combat principal ? C'est l'accès, l'environnement ou la technologie en soi ? C'est pas la technologie, c'est l'accès à la technologie pour tout le monde, en fait. La planète vient en second temps, si je peux me permettre, parce que j'ai quand même un attrait au business qui fait que je veux faire rentrer des pépettes dans Locaphone, je veux atteindre ma liberté financière, et c'est vraiment mon goal ultime. Après, je ne néglige pas du tout l'éco-responsabilité, parce qu'en fait, on a un cycle. Lorsque le téléphone, nous, on l'achète reconditionné, on le met en location, il a plusieurs cycles de vie, parce qu'une fois que le client nous remet le téléphone, on va changer la batterie, changer les pièces, lui refaire une petite beauté, pour le remettre en location. Du coup, ils ont 3 cycles de vie plutôt qu'un lorsqu'ils sont achetés. Tu me parles plutôt de cycle de vie et du coup, moi, je vais te poser la question. Locaphone, dans 5 ans, c'est quoi ? C'est comment ? C'est où ? Alors, Locaphone sera développé en Martinique, bien sûr, en Guadeloupe et en Guyane. Avec, bien sûr, on n'oublie pas La Réunion, je suis réunionnais, du coup, bien sûr que j'irai très rapidement à La Réunion, mais le but, c'est de sécuriser mon marché en Martinique et directement aller en Guadeloupe parce que j'ai déjà de la demande et j'ai pas encore la capacité, à l'heure actuelle, de développer ce marché qui demande qu'à avoir Locaphone sur son territoire. Tout à l'heure, tu me parlais de faire rentrer de l'argent dans les caisses. J'aime bien dire souvent que l'argent, en fait, n'est que la résultante
finalement d'un besoin qu'on comble ou d'un service qu'on a bien apporté aux gens. C'est important parce que les auditeurs ils doivent comprendre que il y a à chaque fois en tout cas qu'on essaie de résoudre un problème ou de faciliter la vie aux gens, c'est plus facile en fait de générer du bénéfice que de se dire on lance un business pour créer de l'argent. La vision en fait elle est pas la même. Il y a une vision très marketing aujourd'hui parce qu'on nous colle du marketing, mais en fait, les marques qui ont le plus de sens sont celles qui restent le plus longtemps et qui sont, même si elles mettent plus de temps à démarrer, sont celles en fait qui restent ancrées plus longtemps dans le temps et qui finissent certes à décoller peut-être plus tard, mais à générer de l'argent à terme et en fait à atteindre une rentabilité et une stabilité. On parle beaucoup de start-up, etc., etc. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas un profil de start-up qui découle de 0 à 100 que finalement en fait si on tient bon la barre, peu importe le temps, à la fin si tu fais un bon boulot et que tout est carré et que tu réponds vraiment à une solution, et j'ai l'impression que Locaphone c'est aussi une solution que tu apportes, eh bien à terme tu vas effectivement trouver la rentabilité et le bénéfice. Je pense que tu as totalement raison. Et je pense aussi être très pressé. Et du coup, j'ai très envie d'aller très vite, très bien. J'ai tout normal. fait. Oui. C'est la ferveur du début. Si toi, tu n'as pas la motivation, qui c'est qui va l'avoir? C'est pas tes équipes qui vont l'avoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi, c'est toi le capitaine du bateau, tu vois. Donc c'est normal que tu aies toute cette énergie. Après, l'énergie, il faut la canaliser. Il faut que ce soit une réflexion qui soit à la fois stratégique et à la fois, il faut garder cette impulsivité du début pour pouvoir gravir les montagnes. Ça, je suis alignée avec toi. Ouais, j'avance step by step depuis le début et je pense que c'est le moment de donner un petit coup de cravache et arriver à mes objectifs plus rapidement que ce que j'avais prévu. Quand je t'entends, il y a quelque chose en fait, et je vais te poser la question, tu te vois plus comme un opérateur tech ou un acteur social? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une frontière qui n'est pas encore dessinée. Oui, c'est vrai que j'ai pas encore fait un choix très marqué, merci. Je pense que ça va venir avec le temps. La boîte décolle que depuis 2 ans. Enfin, ça fait 2 ans que je l'ai lancée. Du coup, je me laisse encore le temps d'avancer et de me fixer. Alors justement, tu me dis que la boîte, elle décolle. Aujourd'hui, Locaphone, sur le dernier bilan, par exemple, c'est combien de chiffre d'affaires? Alors, 2024, c'est 45 000 euros de chiffre d'affaires, déjà rentable dès la première année. Et ça, j'en suis fier. Il faut en être fier. Merci. Franchement, bravo. Merci beaucoup. Et du coup, c'est quelques mois depuis que 2025 a commencé. J'ai déjà fait ce même chiffre d'affaires. Et fin d'année, on va tripler du coup le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui, un téléphone, en moyenne, combien il te rapporte? Alors, sur un cycle de vie de environ 4 ans, un client me rapporte environ 1 500 euros. Un client ou un téléphone? Alors là, je l'ai vu côté... le client, en général, c'est... Non, c'est un client. Pour un téléphone, alors les chiffres vont être un peu plus complexes pour moi à donner. C'est intéressant à savoir, non? Parce que finalement, au début, tu m'as parlé de... on a un téléphone, il a plusieurs cycles de vie. Exact. Et donc moi, ce que je cherche à savoir aujourd'hui, c'est que quand tu achètes un téléphone ou que tu récupères un téléphone en seconde main, combien le téléphone te rapporte? Parce que le client, lui, il peut switcher. Mais le but, c'est essayer en fait de faire le plus d'affaires, de chiffre d'affaires possible sur un téléphone et par téléphone. Exactement. Et c'est encore un peu compliqué pour moi à mesurer parce que je suis au début de l'activité. J'essaye de connaître le taux de casse, combien de temps un client reste vraiment. Du coup, je ne vais pas te donner de chiffres au hasard, mais... bientôt, je pourrais te donner un chiffre très précis. Et donc, du coup, vous vous êtes lancé quand avec Locaphone? En 2023, avril 2023. Donc, et en moyenne, un client, il reste combien de temps chez toi? Pour le moment, sur 270 clients, j'en ai 3 qui ont décidé d'arrêter leur engagement, par exemple. Tu as un fort taux de rétention, là? Exactement, oui. Qui est à peu près de 98%. Exact. Là, les calculs vont très, très vite. Tout à l'heure, on parlait justement de particuliers et maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu plus des entreprises. Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui aux entreprises concrètement? Je propose un service clé en main. Choisissez votre appareil, votre ordinateur, votre téléphone. On vous le met à disposition. Si vous avez le moindre souci, que ce soit casse, panne, on arrive en 24-48 heures pour vous proposer un nouvel outil de production.
Et donc, du coup, tu as signé des partenariats avec des entreprises locales. C'est plutôt des PME, des TPE. Alors, il y a beaucoup de groupes qui sont intéressés par le service parce qu'ils ont capté l'avantage fiscal, en fait, d'avoir, un peu comme le leasing de voiture, quand tu payes ta mensualité, ça passe en charge. Ton bilan est différent en fin d'année. Et c'est ce qui fait qu'ils sont particulièrement attirés par l'offre. Mais j'ai aussi les freelances qui veulent avoir le dernier iPhone pour faire des photos quand ils sont dans la communication et qui n'ont pas forcément l'envie de dépenser leur trésorerie. D'un coup en cash. Exact. Donc ils fractionnent. OK. C'est ça. Et donc du coup, aujourd'hui, tes marges, elles sont comment? Alors j'ai un EBITDA pour 150 000 euros de chiffre d'affaires qui est aux alentours de 46%. Ce qui est excellent. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout. Et donc, du coup, on a parlé tout à l'heure, effectivement, tout ce qui était le churn. Le churn, c'est quoi pour nos auditeurs? Tu leur expliques ou j'explique? Je peux y aller. Vas-y. C'est le taux de rétention pour un client. En fait, c'est combien de temps le client va rester, combien de temps il va partir. Et à partir de là, on a notre pourcentage. Et actuellement, sur à peu près 1 an, tu as 98% de rétention. Ouais, ce qui est incroyable. Ce qui est incroyable, ce qui est énorme, et ce qui est très intéressant. Parce que ça veut dire que concrètement, ton MRR, tu fais la traduction, je la fais? Mensual Recurring Revenue. Exactement, ça veut dire que ton revenu mensuel récurrent, lui, il est quasiment assuré. Et ça, c'est quelque chose que les investisseurs, ils recherchent énormément parce qu'ils sont assurés, par exemple, si tu as X 100 ou 200 abonnements, ils sont assurés qu'il y a 100 fois X euros dans la caisse tous les mois. Et petit plus, excuse-moi de te couper, c'est que lorsque un abonnement se finit, le consommateur va remettre son téléphone. On a le choix du coup de le redonner une énième vie ou sinon de le revendre parce que ça reste un actif qui a encore de la valeur. Exactement. Du coup, moi, ce que je voudrais savoir, c'est que sur les 12 prochains mois, quelles sont les actions en fait que tu décides de mener? Aller chercher du professionnel. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le professionnel, ils prennent des flottes d'appareils. Du coup, c'est de faire du volume, mais c'est aussi de me développer encore plus au niveau tech, c'est-à-dire proposer une plateforme de gestion de flotte qui permettrait aux entreprises... Là, tu m'intéresses. J'avais mis j'ai préparé notre entretien, tout et tout, et sur mes notes, j'avais mis quelques petites choses là-dessus, donc je suis ravie d'entendre ça dans ta bouche. Donc, je t'écoute, vas-y. Ouais. On aimerait proposer un service qui est un peu plus poussé que juste de la location d'appareils. Du coup, proposer aux entreprises une plateforme de gestion qui pourrait savoir avec quel collaborateur est l'appareil, en plus de se baquer avec des télécoms, pouvoir savoir quelle ligne téléphonique va avec quel téléphone et collaborateur. Et donc collaborateur. Si demain on te donne 100 000 euros, d'accord, sans condition, qu'est-ce que tu fais avec ce budget? Alors, je mets en place ma stratégie communication, j'achète du stock, je prends une personne pour me soutenir. À l'heure actuelle, ce serait un commercial qui gérait le SAV. Vous êtes combien actuellement? Je suis solo. Ouh là là, bravo. Merci. Bravo, parce que c'est du boulot. Clairement. Franchement, donc oui, je comprends, effectivement. Donc RH, direct, embaucher un second, d'accord. Ouais. Qui me permettrait d'aller chercher des marchés comme la Guadeloupe, parce que, comme je disais, il y a une forte demande. Bien sûr. Et j'en suis amené à y aller très prochainement pour bloquer le marché. Le marché, je veux qu'il soit pour Locaphone. Pour l'évangéliser. Exact. Bien sûr, il y aura des concurrents, mais je veux être le leader aux Antilles. En fait, premier arrivé, premier servi. Exact. Et donc, du coup, comment tu gères tes stocks actuellement? Dès que j'ai de la trésorerie, je rachète du stock directement, que je garde précieusement. Mais si demain, par exemple, tu as une chaîne ou un professionnel qui te dit « Ok, j'ai besoin de 500 lignes », tu fais comment? Alors, ce que je proposerais, c'est de la facturage directement. J'ai commencé à y réfléchir et c'est comme ça. Tu as déjà posé des questions auprès des banques qui sont d'accord pour te suivre en affacturage ou pas? Pas encore. C'est compliqué, la facturage. J'ai une relation assez... je suis assez soutenu, je suis dans un écosystème de start-up en Martinique où je suis aiguillé, mentoré et ils ont une relation assez sympathique avec une banque. Donc il faut qu'on explique aux personnes qui nous écoutent ce que c'est que la facturage. En gros, vous cédez votre facture à la banque. La banque garde un pourcentage en fait, donc ça va être en fonction, ça va aller de 2 à 7% environ, quand on arrive à bien négocier. Donc, ils gardent l'équivalent maximum environ de 7% de la facture. Ils vous donnent immédiatement
90% des fonds et il garde 10% entre guillemets en maintien comme caution. Ok, je suis content de l'apprendre, merci. Je vais gagner du temps. Voilà. En fait, l'affacturage, c'est un des leviers que j'ai utilisé pour la croissance et financer le BFR de mon entreprise, puisque j'arrivais pas à trouver de fonds et les banques ne voulaient pas me suivre. Et donc, à partir du moment où j'ai signé des très gros clients, il fallait que j'achète le stock. J'avais déjà négocié des très bonnes conditions tarifaires auprès de l'usine, mais quand tu signes un client comme Monoprix, tu as besoin de stock et tu as besoin de beaucoup de stock et tu as besoin effectivement d'avoir, entre guillemets, le premier réassort. Ouais. Donc, tout de suite, ça double tes volumes. Et donc, sur les clients, et c'est pas tous les clients qui passent en affacturage, sur les clients en affacturage, ce qui se passe, c'est qu'il y a en fait une étude du dossier. Donc, toi, tu le fais toi-même, hein. Tu rentres la facture, tu rentres les coordonnées en fait de ton client. Et si ton client, il est vert, ils vont te verser l'argent dans les 24 à 72 heures. D'accord ? Incroyable. Mais des fois, tu as des surprises. Tu penses que tu as un gros client, un bon payeur, et en fait, si c'est un mauvais payeur, en fait, il a une mauvaise note auprès de la Banque de France. Donc, en fait, lui, il sonne rouge. Donc, il va pas forcément passer. C'est bon de le savoir aussi. C'est aussi bon de le savoir. Et c'est aussi très bon de le savoir parce que nous, on s'en servait aussi comme moyen de contrôle pour certains nouveaux clients. Juste, on voulait pas forcément passer la facture en affacturage, mais on regardait, on checkait parce que ça nous permettait de se dire, OK, celui-là, quand on va lui envoyer les factures, on va surveiller comme le lait sur le feu qu'un tel ou un tel paye correctement. Ouais. Et toi, je voulais savoir, est-ce que tu as été aiguillée quand tu t'es lancée ? Toute seule? Non, toute seule. Moi, j'ai beaucoup fonctionné à l'instinct. Ensuite, j'ai eu des employés phares qui m'ont effectivement aidé et qui ont aidé la boîte à grandir. Mais en vrai de vrai, non. J'ai commencé toute seule. J'ai mis quelques années avant d'embaucher mes premiers assistants de laboratoire, assistants de communication et assistants de tout court. Okay. Donc à un moment, on n'était que 4. En 2019, on était 7 et on a clôturé à 1,8 million d'euros. Incroyable. En fait, si tu veux, quand tu es hyper motivé par ce que tu fais, et aujourd'hui, tu vois, tout seul, tu arrives à générer plus de 150 000 euros de chiffre d'affaires, et ben, en fait, c'est exactement ça. C'est que tu trouves une force et une énergie qui te permet de te dépasser. Et au début, il faut bien que les gens comprennent. Tu es le postier, le facteur, je livrais en scooter, je fabriquais le soir, etc., etc. Donc, mais c'est les joies du début. Tu sais, moi, parfois, ça me manque. Hein. Clairement? Oh, bah oui, clairement. Il y a franchement, des fois, je fais des surprises. J'arrive dans un magasin. Il y a encore quelques années, tu te tournais et c'était moi qui vendais parce que j'aimais bien faire ce genre. Enfin, j'aime bien être au contact des clients, tu vois. Ça te manque un peu, du coup? En fait, oui, parce que c'est l'innocence des débuts et puis parce que c'est l'énergie des débuts, c'est la spontanéité des débuts. À partir du moment où tu deviens gros, il faut aussi se préparer à être gros. Et ça veut dire installer des process. Et moi, je suis pas une meuf qui suis fan spécialement des process. Donc, c'est pour ça que j'ai embauché et je me suis entourée non pas de gens qui me ressemblent, surtout pas. D'accord. Surtout pas. Surtout pas. Tu veux pas non plus un double de toi. Parce que, en fait, tu pourras jamais, en fait, découvrir et avancer en fait, sur des nouveaux projets ou de nouvelles pistes, parce que tu restes dans une zone de confort, parce que la personne a dit oui comme toi, et elle réfléchit comme toi, tu vois. Ouais, il faut de la complémentarité. Il faut de la complémentarité, tu vois. Il faut, OK, bon, moi, je suis bonne sur la créativité, sur la communication, sur les réseaux sociaux, sur réfléchir à des stratégies de com avec pas de moyens, etc. Toi, t'es bon sur les chiffres, t'es bon sur la prospection. Tu vois ce que je veux dire? T'es bon sur les choses un peu plus strictes et carrées, l'administratif, la comptabilité. Moi, j'ai jamais fait un prévisionnel de ma vie, hein. J'ai levé, d'accord, j'ai fait un LBO, j'ai fait un dividende recap, etc. Incroyable, hein. Moi-même, laissez-moi tranquille. Moi, je calcule dans ma tête, t'as vu, 98%. C'est bon, je connais ma renta, je connais, tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça. Mais il faut pas des gens qui te ressemblent. Il faut des gens complémentaires. Ok. Est-ce que tu aurais envie de lancer une autre boîte from scratch? Bien sûr. Si je lance une autre boîte, de toute façon, elle sera from scratch. Parce que j'imagine que tu as plein d'idées en permanence et que tu as envie de te lancer sur... J'ai plein d'idées, beaucoup d'idées autour du domaine que j'ai actuellement. Donc, en fait, je me dis... C'est pas que c'est du déjà vu, mais moi, ça va pas me permettre de redécouvrir un univers différent, tu vois. Donc, pour moi, c'est... si je me lance, j'aimerais bien redécouvrir quelque chose, justement. Et alors, des fois, je me dis, c'est peut-être un peu aussi pour me challenger, parce que tu as envie de te dire, ouais, peut-être que tu as eu de la chance, tu vois. Alors, essayons de faire autre chose un petit peu. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire de la télé. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de me lancer dans l'investissement, tu vois. Ça n'a rien à voir avec mon business, tu vois. Tu bouscules les portes pour découvrir de nouvelles choses. J'aime beaucoup apprendre. J'aime beaucoup apprendre sur le tas. Et je suis bonne. Moi, je suis bonne quand je suis au pied du mur. Okay. Donc voilà, j'excelle quand je suis au pied du mur et finalement c'est un peu l'adrénaline des débuts de quand tu te lances, tu vois.
Donc, et ça, faut jamais le perdre. Parce que les gens qui sont blasés, les entrepreneurs blasés, il n'y a rien de plus boring, il n'y a rien de plus triste, en fait. C'est-à-dire que toi, tu as le choix de faire quelque chose. En te levant chaque matin, et t'es déjà blasé. C'est triste. Moi, j'ai jamais été aussi heureux que depuis que je fais de l'entrepreneuriat, que je dois aller faire bouger mon business, quoi. Ça n'a pas de prix, c'est vrai. Bon, on va se recaler et je vais te poser une question. Si techniquement, en fait, qu'est-ce que tu as besoin de faire pour automatiser, en fait, ce que tu fais actuellement ? Alors, tout est automatisé via une plateforme de gestion que j'ai déjà pour les particuliers. Celle dont je t'ai parlé, ce sera pour les pros, du coup, c'est en conception. C'est en conception ? Tout est automatisé. Il me faudrait juste quelqu'un pour me backer, aller, lorsqu'il y a une casse, une panne, chez le professionnel, changer l'appareil. Après, j'ai un réel challenge à l'heure actuelle, c'est est-ce que j'internalise la réparation des appareils ou est-ce que je l'externalise ? Ça, c'est une très bonne question que je comptais aborder avec toi durant cet entretien. C'est bien que tu m'en parles. Parce qu'en fait, moi, ce que je pense, c'est que tu n'es pas juste en train de réparer des téléphones. Concrètement, tu es en train de rétablir aussi en fait, cette fracture numérique qui est actuellement sur nos territoires. Et donc, je pense que pour ça, il va falloir que tu commences à réfléchir différemment et pas juste en termes de service, mais essayer de créer quelque chose de plus grand. Tu vois. J'ai pour habitude en fait de demander aux entrepreneurs 3 questions avec lesquelles tu voudrais sortir avec une réponse. Je pense que celle-là, externaliser ou internaliser le process de réparation, tu as répondu, mais si on peut aller peut-être un peu plus en profondeur, parce que c'est vrai que la vision, elle est grande, rétablir la fracture digitale en Martinique, mais est-ce que techniquement, c'est intéressant pour moi de le faire maintenant ou d'attendre ? Première question. Deuxième question ? Deuxième question. Alors, je sais que tu es très à l'aise avec ta communauté. Tu lis les messages, tu réponds aux commentaires. Comment, dans mon business, qui est peut-être un peu moins sexy, comment être au contact de sa communauté et créer quelque chose de grand ? Je te réponds un peu à l'avance, mais la première question et la deuxième question sont intimement liées, tu verras. D'accord. Et la troisième question, je m'étais dit que j'allais la voir au fil de l'eau. Ok. Alors, en fait, ce qui est intéressant dans ton modèle, mais c'est là où je dis qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est hyper technique, alors qu'en fait, tu te poses à la fois comme un acteur social, à la fois dans la tech, et à la fois tu te fais déjà une preuve de traction. Donc, en fait, l'idée, c'est de mettre une stratégie en place pour te dire que il faut absolument que tu fasses un saut stratégique. Tu peux pas juste être un simple loueur, d'accord ? Et pour ça, et c'est là où tu m'as parlé de communauté, il faut que tu sois une marque à impact social. Et quand on est une marque à impact social, on communique et on crée une communauté. Tu vois ? D'accord. Donc, qu'est-ce qui t'empêche dans 10 ans ? C'est pour ça que je t'ai posé toutes ces questions autour de qu'est-ce que tu vois de toi, de l'entreprise dans 10 ans, ou si tu avais équipé toute la Martinique. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'être le Free de la Martinique ou des territoires ? Alors, pour le moment, je dirais rien. Et en même temps, les fonds, pour avoir une rapidité d'exécution, prendre une part de marché la plus grosse et le plus rapidement possible. Aussi, je pense qu'il va falloir que je travaille du coup sur le contact client. Là, j'ai fait le choix d'être totalement digitalisé, de ne pas avoir de shop pour diminuer les charges et augmenter la rentabilité. Peut-être qu'avec ce que tu dis, je devrais créer un shop pour être au contact des clients. Ça viendra peut-être s'il y a la réparation, je sais pas. C'est pas exactement ça, mais je vais te donner mon idée. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ta boîte, elle est intéressante. Mais si tu continues à réfléchir comme ça, tu ne resteras, certes, un acteur utile, mais un acteur local. Donc, en fait, tu as pour projet, effectivement, d'aller en Guyane et en Guadeloupe. Donc, on est aligné là-dessus. Par contre, ce qui se passe, c'est que ça se finance. D'accord ? La croissance, ça se finance. Et donc, en fait, au bout d'un moment, il faut avoir quand je te disais qu'il faut avoir une réflexion stratégique, la réflexion stratégique, c'est quoi ? C'est, si je veux pouvoir avoir des fonds, qu'est-ce qui me manque pour attirer l'intérêt des investisseurs ? Est-ce que toi, tu sais ce qui te manque ? Alors, je pense qu'il ne me manque pas grand-chose. Pourquoi ? Ça paraît un petit peu... je suis très humble. Il n'y a pas besoin d'être humble, je répète. Alors, pourquoi ? Parce que... dès la première année, j'avais même pas fait 10 000 euros de chiffre d'affaires.
il y a eu un premier groupe qui est venu vers moi. Timothée, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi Locaphone? Est-ce qu'on peut parler chiffres? Tu as envie d'avoir des actionnaires? Durant cette début d'année 2025, 3 différents groupes qui sont venus chercher un petit peu ce que je pouvais leur offrir, dont un partenariat qui est potentiellement en discussion avec un groupe dans les télécoms, ce qui permettrait d'avoir une croissance énorme. Et c'est là que ça devient intéressant pour moi parce que j'ai une vision d'entrepreneur qui veut faire du social, qui veut avoir un impact social, mais qui veut sa liberté financière. Et je cherche l'exit dans 4 ans. Ça paraît incroyable, enfin un peu ambitieux, mais j'aime ça. C'est ambitieux. Mais en fait, l'exit, tu le cherches via un grand groupe. Aujourd'hui, si tu ne fais pas un process complet et compétitif, sache que c'est tout l'intérêt, d'accord, de n'importe quel groupe, que ce soit technologique ou dans les télécoms, de venir te chercher avec le début de ta solution dès le début parce qu'ils te paieront moins cher. Oui. Ce qui est très intéressant, c'est que soit tu as ce choix-là et tu dis dans 4 ans, éventuellement, je signe un partenariat, mais t'es pas à l'abri, en fait, qu'aujourd'hui, ils prennent une partie et puis ils développent le reste en interne, tu vois. Alors qu'il faut grossir suffisamment pour que le chèque soit intéressant à la fin. Et pour ça, mieux vaut s'accoupler avec des financiers au début, des investisseurs qui, eux, veulent juste une rentabilité 1x2, 1x3 ou 1x4, plutôt que de se dire, t'as le groupe, il arrive, il t'intègre et ça y est, il n'y a plus. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois écrire ton histoire un peu plus longtemps pour pouvoir valoriser ça auprès d'un investisseur. Et aujourd'hui, dans le milieu et dans le secteur que tu es, il te manque en fait une brique technologique différenciante pour pouvoir aller chercher des fonds et des investisseurs de ce domaine-là. Ok. Du coup, selon toi, je t'ai parlé de la plateforme de gestion. C'était très intéressant parce que c'est là-dessus que je pense que tu peux justement développer l'entreprise pour pouvoir attirer les fonds qui vont pouvoir subventionner et faire grandir ta boîte. En fait, tu vas attirer leur attention à partir du moment où tu vas mettre quelque chose type une plateforme type un SaaS en fait, mais à disposition non pas des particuliers mais des professionnels. À partir du moment où tu vas mettre le SaaS dedans et que tu vas pouvoir effectivement gérer pour les entreprises, à destination des entreprises, là, tu vas attirer un profil d'investisseur qui, lui, acceptera de mettre au pot et de participer, en fait. Ok. Mais je pense que c'est totalement jouable. Merci pour ce conseil. Par contre, quand tu commences à prendre des décisions qui sont... C'est pour ça que je t'ai dit, il faut mettre de la stratégie, où tu te dis, OK, je vais rajouter telle chose pour pouvoir correspondre à telle liste, en fait, de fonds d'investissement. Et là, ma solution va les intéresser. Et en fait, tu vois, tu rajoutes un pivot technologique et boum, tu as toute une liste en fait qui s'ouvre à toi et plus des financements privés et plus, entre guillemets, celui qui va utiliser ta solution à la fin. Là, l'exit, tu vas le faire, mais pas en les intégrant directement. Parce que on est toujours racheté moins cher que lorsqu'un fonds d'investissement... En fait, le fonds d'investissement, il va bloquer ta première valo déjà. Nous, on a été évalué à 70 millions d'euros en 2023. En 2022. OK. 2022-2023. Mais en fait, pourquoi moi j'ai voulu faire rentrer un investisseur? Parce qu'en fait, je voulais aussi figer la valorisation de ma boîte. Est-ce que quand tu parles d'investisseurs et de fonds d'investissement, pour toi, c'est la même chose ou tu les segmentes? Non, il y a les investisseurs comme moi, business angel, etc. Et il y a les fonds d'investissement. Du coup, quand tu me parlais de la plateforme et de créer un outil avec une vision, je crée cet outil. Je rajoute cet outil, en fait, pour pouvoir, en fait, attirer plutôt des fonds d'investissement. Parce qu'ils ont... Alors, et là, on va poursuivre. Justement, il y avait plusieurs choses dont on parlait. Tu parlais de créer une communauté, une marque forte. Exact. En fait, en créant une marque de combat, une marque forte et engagée, en disant que toi, tu es là pour casser en fait la fracture technologique auprès des entreprises, leur faciliter la vie. Donc ça, c'est l'outil que tu vas vendre cher. Mais la marque en elle-même, auprès du B2C, il faut qu'elle ait une valeur forte. C'est vrai. Et une valeur de proximité. Et c'est comme ça, par exemple, qu'un opérateur comme Free a fonctionné. Au début, ils sont intéressés aux particuliers. Ensuite, ils ont rajouté effectivement le professionnel, les lignes professionnelles, tout ce qui va autour. Mais ils ont eu une démarche forte et engagée. Et en fait, le gars, il a cassé le marché. Mais parce qu'il a créé une marque forte et il a décidé... En fait, c'est un disrupteur de marché. Toi, on ne te dit pas de disrupter le marché parce que à ton échelle, tu ne peux pas le faire. Par contre, ce que tu veux, c'est
créer une communauté forte et avoir un engagement fort, à la fois pour l'écologie, mais surtout sociétal, dans le sens où tu donnes de la proximité en fait technologique aux gens. Et c'est là-dessus que tu dois communiquer pour avoir une marque forte. D'accord. Et créer ta communauté autour. Génial. Tu vois ? Ouais. Je pense que j'ai du pain sur la planche là avec tout ce que tu viens de me conseiller. C'est pas difficile, tu vois, mais toi tu vends l'accès au numérique pour tous. Et donc en fait c'est un message fort comme Free avait un message fort. Et ouais. C'est vrai que le téléphone en lui-même, on en a tous un, mais faire partie d'une communauté, c'est quelque chose qui donne de la valeur. Être une marque activiste, aujourd'hui, surtout sur nos territoires, tu peux avoir plus d'adhésion. Il me semble qu'il y a Fairphone qui est un acteur en fait de ce type, et donc tu devrais t'inspirer en fait un petit peu d'eux pour pouvoir essayer de créer une marque un peu plus engagée, en tout cas du côté des particuliers. Ok, volontiers. Moi, j'ai travaillé avant qu'on se rencontre, et puis j'ai pris des petites notes. Ouais. Et donc, dans ce que j'imaginais, en tout cas, échanger avec toi et les tips que je voulais te donner, moi, je pense qu'il faut que tu lances une offre B2B, d'accord, mais pour tout ce qui est mairie et école. Ouais. D'accord. Il faut que mairie, école, association, il faut que tu ailles chercher les micros acteurs locaux. Et en plus, ça, c'est ce qu'on disait, c'est du revenu récurrent. Et c'est du revenu récurrent de qualité, puisque ce sont des mairies, des écoles et des associations. Donc ça, je pense que c'est une des briques que tu dois rajouter. Et de l'autre côté, en fait, moi, j'avais pensé, parce que tout à l'heure, tu m'avais parlé du stock, et justement, tu te posais des questions là-dessus. Et donc, je pense que pour sécuriser ton stock, tu devrais avoir un acteur de reconditionnement ici local. Oui, bien sûr. Tester ton propre atelier ou un atelier et lui sous-traiter en tout cas le reconditionnement pour que ce soit à côté et que ce soit disponible rapidement. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense que tu as totalement raison, mais il faudra le construire et mettre la main à la pâte parce qu'il n'y a pas encore du coup d'acteurs comme ça aux Outre-mer. Et du coup, j'invite tous les entrepreneurs à pourquoi pas aller sur ce marché parce que les Antilles ont besoin d'entrepreneurs et de développement. Ouais, c'est une très bonne idée. J'ai un peu perdu le fil aussi de ma pensée, je t'avoue. C'est pas grave. On disait que justement, avoir un atelier local de reconditionnement, ça te permet de centraliser et surtout de sécuriser ton sourcing sur les appareils. Donc, si tu n'as pas de partenaire effectivement local, c'est compliqué. Il faut voir si en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane, il y a en tout cas ce genre d'atelier-là. Parce que lorsque tu vas vouloir agrandir ta zone géographique, ça pourrait quand même être intéressant d'avoir dans chaque territoire un atelier. Totalement. Comme ça, tu gères un peu mieux ton sourcing. Totalement. Après, je pense qu'il y a un petit challenge, ce serait avoir les appareils qui sont de dernière génération en quantité aux Antilles. Ça, c'est deux choses différentes. Parce que faut bien se rendre compte, et si un investisseur, entre guillemets, avec un regard d'investisseur beaucoup plus aguerri, on va dire, concrètement, si tu te présentes comme ça, et c'est pour ça que j'essaie de te diriger vers cet impact sociétal cet impact sociétal mesuré que tu as, ils vont te dire, mais il y a déjà back market, il y a déjà plein de choses dans le reconditionnement. Alors que si tu rajoutes un impact sociétal fort, tous les fonds qui ont un type de profil sociétal et technologique vont pouvoir... Ça commence à rentrer, je comprends. Ça commence à rentrer, voilà. En fait, il faut que tu mettes en place les billes pour être différenciant. Donc, on a dit la brique technologique. On a dit, effectivement, avoir un engagement fort et créer une marque avec une communauté forte. Donc, pour être bien ancré dans les territoires, essayer d'aller chercher du B2B, donc sur les écoles, les associations, pour verrouiller encore plus ce côté sociétal et pouvoir aller chercher, du coup, des types de fonds d'investissement qui font dans le sociétal ou dans la technologie. Ok, génial. En fait... Quand tu parles comme ça, j'ai l'impression que tu joues aux échecs parce que ce que tu proposes, c'est avoir un coup d'avance. Il faut toujours avoir un coup d'avance. Si tu veux... Moi, c'est comme ça que j'ai toujours réfléchi. Si tu veux avoir A, c'est quel est le plan et les étapes pour aller là. C'est pas juste de A à B. En fait, il y a des étapes et des jalons, il y a des milestones à poser pour tout ce que tu fais. Donc, en plus, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de se projeter quand tu te dis, la prochaine étape, c'est ça, que se dire, la prochaine étape, c'est faire 15 millions, tu vois. Clairement. D'abord, on fait 1, ensuite, on fait 5, ensuite, on fait 10, ensuite, on fait 20. Mais pour ça, j'ai besoin de quoi, tu vois. Moi, j'ai besoin d'une diversification de mes distributeurs. J'ai besoin d'une augmentation de mon nombre de références. Tu vois, il y a chaque chose, en fait,
a un but pour pouvoir arriver à ton but final. C'est pour ça que je t'ai posé la question, quel est ton but final dans 5 ans, etc. Et tout ce que tu fais dans ton entreprise aujourd'hui, même si c'est aujourd'hui que tu le fais, on sait très bien que le résultat, parfois, il va payer dans 5 ans. C'est pour ça que quand tu m'as dit 4 ans, j'ai fait Parce que là, sur les 12 prochains mois, ça veut dire que si tu veux faire un exit dans 4 ans, il faut déjà que tu te mettes en place dans les 12 prochains mois pour créer un deck investisseur avec tous les milestones que les investisseurs recherchent pour pouvoir aller faire ça. Ok, on pourra en discuter peut-être après. Du coup, il te restait une 3e question. Exactement. Alors, ma question sera plus sur ta personne, plutôt que de m'aider sur mon business. T'es revenu aux Antilles. Du coup, je voulais savoir, ça te fait quoi ou comment tu vois l'Hexagone par rapport aux Antilles au niveau entrepreneurial? Venir des Outre-mer, pour moi, a été une force, alors que beaucoup de personnes pensent que c'est une faiblesse. Ok. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est beaucoup de gens sont là à fantasmer sur les success stories à l'américaine. Mais moi, si j'étais pas née en France, si j'avais pas grandi en France, dans un pays où tu as accès à l'éducation gratuitement, tu as accès à la culture quasiment gratuitement. Tu vois, parce qu'il faut bien se rendre compte de ça. Aux États-Unis, si j'avais été une femme noire, qu'est-ce qui est différenciant dans mon storytelling? Des noirs, il y en a plein. Des noirs dans la dèche, il y en a plein. Tu vois ce que je veux dire? C'est cru, mais c'est vrai. Non, mais c'est cru, mais c'est vrai. Donc, en fait, si tu veux, la chance que j'ai, d'accord, c'est à la fois d'avoir grandi en Hexagone, et ça, je le sais que c'est une chance, donc je ne vais pas me targuer de venir donner des leçons ici. Mais le fait d'avoir des origines, d'avoir été élevée par une grand-mère guadeloupéenne, une vraie femme d'Ubou, tu vois, le caractère que j'ai, il y a qu'une femme venant des Antilles qui peut encaisser tout ce que j'encaisse aujourd'hui. Parce que c'est dans nos gènes, parce que ça fait partie de notre culture. Et les gens, testez-moi, en fait. Mais c'est easy. T'es prête à tout, toi? C'est même pas prête à tout. C'est moi, en tout cas, je peux manger tout le gâteau si j'ai envie, mais j'ai décidé de le partager. C'est beau. C'est beau. Ce que je trouve fou déjà, c'est que tu te retrouves en Guadeloupe et que tu m'es appelé. Je sais qu'il y a des camarades à moi aussi qui vont faire ce podcast avec toi. Pour nous, c'est une chance que tu nous donnes cette visibilité, que tu mettes encore en avant la Guadeloupe, les Antilles, les Outre-mer. Et franchement, je pense qu'on sera tous d'accord que c'est une réelle opportunité. Il faut avoir de l'impact, c'est pas juste dire toute la journée oui, je suis afrodescendante ou autre. C'est aussi mener des actions. Aujourd'hui, ma boîte est sécurisée, mes enfants sont sécurisés. Je peux pas rester assise et dire voilà. Surtout que je suis persuadée qu'on a un vivier de talent et que ici, en fait, au-delà de la résilience, parce que c'est le mot à la mode, je pense qu'en fait, on a tellement l'habitude de faire plein de choses. Regarde, toi, la première chose que je t'ai dit, c'était tout seul. Tu vois ce que je veux dire? On a tellement l'habitude, en fait, de faire avec un tout petit peu, beaucoup. Clairement. On est des Quand débrouillards. tu mets simplement les bonnes billes et les bonnes conditions dans les mains des gens, j'imagine même pas le nombre de choses, en fait, qui peut irradier d'ici. Donc, c'est vrai qu'on pense souvent aux artistes, on pense souvent aux sportifs, mais en vrai de vrai, moi, et je te le dis, c'est ma vision, et c'est ma vision parce que j'avance dans le temps, et je suis pas une sauveuse, je suis pas venue pour sauver la planète, mais je suis persuadée que les entrepreneurs, en fait, sont ceux qui vont faire changer le monde de demain. Je pense qu'on a un plus gros impact que les politiciens. Ah oui? Mais totalement. Moi, je fais pas de politique, ça m'intéresse pas. C'est trop... Enfin, une femme noire en politique, elles sont toutes pris des claques, donc c'est pas mon intérêt. En tout cas, pas maintenant, pas tant que j'ai encore une entreprise, des enfants à faire grandir, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qui me reste pour pouvoir avoir de l'impact? C'est ce que je fais aujourd'hui avec toi. Plus on sera des entrepreneurs, plus on aura cette indépendance, moins on sera dépendant de tout, d'un salaire, de tout ce qui va avec, et plus on va pouvoir mener des actions locales et un petit peu faire avancer les choses. Waouh, c'est magnifique, c'est une belle vision. Je pense qu'en Martinique, on a aussi beaucoup de personnes, Martinique, je dis, aux Outre-mer, il y a énormément de jeunes qui sont prêts à pousser les murs pour faire avancer leurs îles qui sont parfois en souffrance. Bien sûr. Je pense que si tu n'es pas entrepreneur, tu ne sais pas le prix à payer. Et surtout, les gens ne peuvent pas forcément avoir ta vision. Tu vois. Donc voilà. J'espère en tout cas que cet entretien t'a apporté des clés. Clairement, je te remercie énormément. Merci à toi d'être venu à moi. Parce que je rappelle que tu t'es déplacé
pour venir me voir pour cet entretien. C'était un échange en fait enrichissant. Pour moi, en tout cas, énormément. Ouais, j'ai bien aimé. Parce que je suis très timide. Passer à la caméra, c'est un peu compliqué pour moi. Du coup, c'était un bel exercice. Ça a été ? Ça a été. Eh bien, écoute, je te remercie. Et puis, je souhaite vraiment, donc à Locaphone, plein de succès. Merci beaucoup. Et je veux ma roadmap pour les 12 prochains mois. OK ? Let's go. Let's go. Je te remercie, Kelly. J'espère que, comme moi, vous avez été inspirés par cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Retrouvez d'autres histoires passionnantes et inspirantes sur le portail Outre-mer la Première, ainsi que nos réseaux sociaux.